Alors maintenant, se faire traiter de facho, c'est jamais très agréable, mais je vais vous dire, ça ne fonctionne plus, ça ne marche plus en réalité. Je vais vous dire tout à fait tranquillement. Au début, j'ai pas choisi la chaîne CNews, c'est le patron de CNews qui m'appelle, Serge Nedjar, qui me reçoit très gentiment en me disant voilà, peut-être que vous pourriez travailler, faire des choses pour CNews. Bon, très bien, donc on discute. Et assez rapidement, il me parle de Face à l'info, qui est la fameuse émission qui lance le phénomène Zemmour, présentée par Christine Kelly, que j'avais connue à l'époque comme journaliste, présentatrice à LCI, qui était une de mes collaboratrices à LCI. Donc voilà, Serge me dit, voilà, ça nous ferait plaisir si vous acceptiez de débattre avec nos journalistes, avec Zemmour, etc. Je lui dis, écoutez, moi, il n'y a pas de problème, j'ai ma crédibilité, j'ai mes idées, il y a voilà, ce que je peux défendre, j'ai ma spécialité économique, puisque je suis journaliste économique à la base, même si dans Face à l'info, je fais plutôt des chroniques internationales, mais ça m'a beaucoup plu aussi que des chroniques économiques. Et voilà comment j'arrive, grâce à Serge, sur CNews, et à son idée de me redonner une visibilité, puisque après avoir dirigé LCI, j'ai dirigé France Bleu, voilà. Et puis en fait, l'aventure, j'allais dire tourne un peu court, parce que je pars pour diriger à ce moment-là, fin 2019, début 2020, une chaîne de télévision dans le sud de la France, qui s'appelait Azur TV, qui a été rachetée par ensuite BFM, qui était la propriété d'Iskandar Safa. Et je pars donc habiter Nice, et j'arrête face à l'info, voilà. Mais je continue aussi à travailler avec Jean-Marc Morandini, qui de temps en temps m'appelle, et vous vous souvenez que dans cette période très mouvementée pour Nice, il y a eu des attentats islamistes à la basilique et ailleurs. Et donc, je refais, puisque Jean-Marc sait que je suis sur la Côte d'Azur et à Nice en plus, je refais quelques directs, alors en Skype plutôt, avec mon téléphone, enfin façon reporter sur le terrain. Et c'est peut-être comme ça aussi que mon visage n'a jamais vraiment quitté tout à fait CNews. Donc voilà comment j'arrive à CNews. Écoutez, moi, qu'elle me touche personnellement, j'aime pas trop être vilipendé sur les réseaux sociaux ou parfois quand je croise des gens dans la rue, mais je vais vous dire tout à fait honnêtement, c'est pas mon cas. Alors ça arrive peut-être à d'autres, il y en a qui sont sous protection policière quand même, certains chroniqueurs. Mais moi, j'avoue que j'ai une certaine bienveillance autour de ce que je dis. Alors peut-être pour une raison très simple, c'est que j'ai, comme vous le rappelez, un long track record dans les médias, que j'ai une certaine crédibilité, je pense, dans ce que je dis, notamment sur les dossiers économiques ou politiques, parce que j'ai longtemps fait le grand jury, RTL, LCI, Le Figaro, pendant des années, à l'époque d'Apathy, d'Étienne Moujotte ou d'autres. Mais ça ne m'étonne pas, en fait. Ça ne m'étonne pas que CNews soit pointé du doigt. Alors, il y a peut-être des gens, oui, qui considèrent qu'il y a des dérapages, très bien. Mais c'est pas pour ça que les gens, et notamment les médias, les autres médias, ou certains ministres, comme la ministre de la Culture, pointent du doigt CNews. C'est parce qu'en fait, ils ont tellement été habitués dans un univers médiatique où il y avait finalement qu'une seule façon d'analyser les choses, qu'une seule manière de penser, qu'une seule manière de voir l'actualité, que évidemment CNews apparaît comme une sorte d'ovni un peu. Bon, il y a d'autres médias, comme Sud Radio, comme d'autres, mais c'est ça en fait qui les déstabilise. C'est que tout à coup, il y a des médias qui connaissent un succès fort, comme CNews, qui déstabilisent un peu la bien-pensance, l'uniformité de l'analyse et de la pensée. Alors maintenant, se faire traiter de facho, c'est jamais très agréable, mais je vais vous dire, ça ne fonctionne plus, ça ne marche plus en réalité, parce que ça a été l'argument qui faisait que souvent, les gens qui pensaient différemment des médias mainstream osaient pas trop la ramener, parce qu'on les traitait d'extrême droite ou de facho. Bon, moi, est-ce que vous avez l'impression d'avoir un type facho devant vous? Pas vraiment. Bon, donc si vous voulez, tout ça, enfin moi, jamais traité de facho, mais ça glisse un peu sur les plumes du canard, et c'est vraiment le dernier argument, si vous voulez. C'est l'argument le plus spécieux dans 81% des cas, et c'est le dernier argument, l'ultime argument, que ceux qui n'acceptent pas une autre analyse emploient précisément, parce que quand vous leur dites, mais
Les banlieues, il y a eu des dizaines de milliards d'euros quand même déversés sur les banlieues. Ça n'a pas changé le destin des gens qui d'ailleurs souffrent dans les banlieues, des 1% qui ont foutu le bordel dans ce pays pendant 6 jours. Ça n'a pas changé leur destin. Donc il y a un autre sujet à aborder, qui est leur rapport peut-être à la citoyenneté, à la France ou à la République. Mais ça, c'est des sujets qu'on n'abordait jamais. C'est des sujets qu'on n'abordait jamais ailleurs. On disait, l'excuse de pauvreté dans des quartiers défavorisés est une excuse suffisante pour expliquer leur débordement. Aujourd'hui, on se rend bien compte que ça ne suffit pas comme explication. Il y a autre chose. Quand vous brûlez des mairies, quand vous brûlez des écoles, des centres médico-sociaux, des tramways, des machins, des trucs, en fait, vous remettez en cause la France et la République. Donc en fait, c'est ce rapport à la citoyenneté, ce rapport à la République, qu'une partie minoritaire, sans doute peut-être encouragée d'ailleurs par des puissances étrangères ou par des groupes religieux, essaie de faire passer comme idée. Bon, si vous avez que l'excuse de pauvreté pour expliquer des phénomènes qui se sont produits en 2005, qui se reproduiront peut-être plus tard, vous passez à côté du problème. Et le problème, c'est que les médias mainstream ne représentent pas ce que la majorité des gens pensent en réalité. Voilà. Il y a une espèce de majorité silencieuse qui donne un peu de la voix en disant « nous, on ne va pas payer pour les casseurs ». Bon, je pense que les impôts, malheureusement, ils pourvoiront. Bon, voilà. Et puis l'excuse de pauvreté, je veux dire, moi, en plus, moi, je suis pas... vous savez, moi, je suis un peu comme une savonnette pour les gens qui pensent différemment. Parce que moi, j'ai vécu en cité HLM. Moi, j'ai passé 30 ans de ma vie à Nanterre, cité Les Fontenelles. Moi, je suis un enfant des quartiers sensibles. J'ai fait toute ma scolarité au lycée Joliot-Curie de Nanterre. Vous voyez, de la 6e à la terminale. Bon. Donc, le fonctionnement des cités, je le connais. Il y avait pas de mixité sociale à l'époque, mais il y avait une mixité ethnique. Il n'y avait pas de mixité sociale. C'était tous des gens comme moi, de fils d'ouvriers, de fils de petits employés, etc. Bon, on n'avait pas extrêmement beaucoup d'argent. Il y avait plus de solidarité, d'ailleurs, dans ces cités. Il y en a encore aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, c'est que l'excuse de pauvreté ne suffit pas à expliquer. Et quand je suis retourné bien des années plus tard, vous voyez, dans le lycée Joliot-Curie ou en emmenant mes enfants pour leur montrer où j'avais grandi, tout a changé. La population a changé. Le trafic est permanent et même à ciel ouvert quasiment en pleine journée. Voyez. Donc, en réalité, on est gangréné par le trafic de drogue. D'ailleurs, l'une des raisons peut-être pour lesquelles les émeutes se sont arrêtées, c'est aussi parce que les dealers ont dit « Attendez les gars, vous êtes bien sympas, mais nous, il faut quand même que le business reprenne assez vite. » parce que, bon. Donc en fait, c'est tout ça que l'État doit avoir. Et quand Macron annonçait une loi d'urgence pour la reconstruction, oui, il a raison, il faut aider les commerçants qui ont tout perdu. Je veux dire, c'est parfois des vies de 25-30 ans qui sont laminées. Ils ont perdu leur commerce, ils ont perdu leur stock, ils ont tout perdu. Mais en fait, c'est une loi d'urgence pour la reconstruction de la France à laquelle il faudrait réfléchir. C'est quoi les bases de la citoyenneté ? Pourquoi est-ce qu'on est en échec avec ce pourcent de voyous, de délinquants, de malfrats qui fout le bordel dans ce pays de manière régulière? Bon, c'est ces questions-là qu'il faudrait se poser. Et je pense qu'une chaîne comme CNews, finalement, oblige les autres, alors on n'oblige personne à regarder, mais à se poser d'autres questions. Et ça, ça s'appelle le débat démocratique. Alors, chroniqueur avec lequel je m'entends bien, bon, il y en a beaucoup, mais avec lequel vraiment j'ai... Alors, on est souvent assis à côté, par exemple, dans Punchline le week-end. J'aime bien les points de vue, les engagements très jusqu'au boutiste de Gabriel, par exemple. J'aime bien... Alors, j'aime beaucoup, parmi les présentateurs aussi, je vous le dis, parce que j'aime beaucoup la façon de présenter d'Eliott Deval. Je trouve qu'il a un ton, quand je fais Olivier Bacon-Moon le soir, dans Le meilleur de l'info, je trouve que, et je lui ai dit, je trouve qu'il a typiquement un ton de journaliste présentateur quali et de soir, justement. Alors, je pense que c'est pas un hasard si la direction l'a mis là, mais vous voyez, donc j'ai à la fois des empathies suivant ce que disent les chroniqueurs, mais je ne peux pas m'empêcher, bon, on va pas me refaire, d'avoir aussi un réflexe un peu patron de chaîne. C'est-à-dire, je me dis, tiens, lui, je le mettrai là, mais il est là, mais évidemment qu'il est là, il peut pas être ailleurs. Ou parfois, j'ai des réflexes où je dis, mais t'as vu ces images, il faudrait peut-être les mettre, bon, voilà. Donc, j'ai ça. Alors maintenant, Gabriel Cluzel, j'aime bien sa façon un peu de citadelle assiégée qu'elle développe. J'aime beaucoup aussi, parce que c'est aussi une évolution politique. J'aime beaucoup le point de vue de Pupponi, François Pupponi, qui est l'ancien maire de Sarcelles, socialiste, strauss-kahnien. Et quand vous entendez certains socialistes, notamment sur des questions de sécurité, d'immigration, etc., vous vous dites, mais oh là là, que s'est-il passé? Que s'est-il passé?
voilà, et certains vous disent en off, bah oui, on s'est trompé. Bon, donc tout ça c'est le débat, même si je suis pas forcément d'accord avec ce qu'il dit sur tel ou tel sujet, mais au-delà de ce qui est dit, ce que j'aime aussi c'est les personnalités. C'est des gens, et c'est sans doute aussi pour ça qu'ils sont là, qui incarnent des parcours différents, qui incarnent des sensibilités politiques différentes, et qui incarnent aussi des profils, j'allais dire physiques, différents. Nous on a une chance, les mecs je pense par rapport aux femmes, c'est que finalement en télé, plus on vieillit, plus on a de rides, plus finalement on a une certaine... on est touché par la grâce d'une certaine crédibilité. Alors bon, je dis pas que... Mais je le note. Voilà, puis j'ai tenté d'autres expériences dans le groupe. J'ai fait partie des gens qui, dans l'émission de Cyril BTP, qui était cette émission de décryptage, d'ailleurs Cyril qui a été le premier à donner la parole aux Gilets jaunes dans le public, à l'époque du mouvement des Gilets jaunes. Vous voyez comment il a senti ce mouvement de fond qui était en train de monter. Bon alors BTP, c'est pas forcément... voilà, c'est pas forcément dans mes cordes toujours, c'est-à-dire où il faut être saignant, vif, tabassé, etc. Mais là aussi, ce qui m'a beaucoup plu dans toutes ces expériences, c'est que j'ai continué à apprendre plein de choses. Quand vous êtes dans une émission comme Punchline, sur CNews, je dis pas qu'il faut faire des punchlines sans arrêt, mais il faut avoir le souci de la concision et de la phrase qui va marquer. Et toutes les interventions, mais c'était vrai avant quand j'étais sur LCI, quand je faisais des émissions en public, c'est qu'il faut savoir réussir son entrée et réussir sa sortie. Et c'est beaucoup plus difficile quand vous avez une plage horaire de quelques minutes pour donner votre avis sur un sujet, de réussir son entrée en disant un truc percutant que vous pensez, et de réussir sa sortie en disant un truc percutant que vous pensez. Voilà. Donc c'est un exercice nouveau pour moi, et bon, j'avoue que intellectuellement c'est intéressant. Non. Non, si, non, je plaisante. Ah oui. Je plaisante. Ouais. Alors en fait j'en ai pris conscience une fois dans une émission sur le service public où j'étais invité quand je dirigeais LCI. Alors je sais plus si c'était C'est dans l'air, c'est pas machin, c'est trucs, c'est bidule là. Avec, je crois que c'était Anne-Sophie Lapix qui présentait encore l'émission à l'époque. Et donc je venais parler d'LCI. Je crois que c'était au moment où le CSA avait refusé le passage en gratuit d'LCI. Et quand je suis ressorti, alors je pense que c'est la prod de l'émission qui avait fait le truc. Ils avaient mis en photo au milieu. Ils avaient mis Lino Ventura à gauche et Robert De Niro à droite, et ils avaient écrit un truc du genre « De qui est-il le fils ?» Et en fait, majoritairement, les gens ont dit Robert De Niro. Ce qui m'a plu à ce moment-là, non pas que j'aimais pas Lino Ventura, je trouve que c'était un acteur exceptionnel, mais parce qu'en réalité, quand on me compare à Robert De Niro, je dis tout de suite « Oui, mais Robert De Niro a 77 ans. » Robert De Niro a 77 ans. Oui, mais c'est à l'époque où il avait votre âge que... Alors, bon, voilà, c'est une coquetterie. Mais oui, on me l'a dit plein de fois. Bon, il est beaucoup plus petit que moi en taille. Je l'ai croisé un jour dans un festival. C'est une star. Il semble pas très facile d'accès. On sent qu'il a envie, il en a ras-le-bol de se faire emmerder matin, midi et soir. Maintenant, vous avouerez qu'il y a des comparaisons qui sont moins flatteuses. Voilà.